Bonjour à toutes et tous. Nous avons toutes et tous autour de nous des personnes qui sont atteintes par le cancer, par un cancer, ou bien qui souffrent de maladies neurodégénératives, ou encore qui souffrent de dépression. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est statistique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais nous avons également toutes et tous autour de nous, ou en tout cas une grande majorité d'entre nous, soit été sous l'emprise, ou bien nous avons des connaissances, des personnes que nous connaissons et qui sont sous emprise de personnes qui ont développé un comportement pervers narcissique. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière la perversion? On met une intention vraiment de nuire à l'autre pour arriver à ses fins. Voilà, ça c'est un comportement pervers, c'est aller faire du mal à l'autre pour arriver à moi, à mes fins, à ce que je veux et prendre du plaisir à tout cela. Voilà. Et puis la blessure narcissique qu'il y a derrière ça, eh bien c'est une mauvaise estime de soi, une estime de soi qui est presque inexistante, quasi nulle, et qui va générer de ce besoin d'aller exister par rapport à l'autre, donc de se comparer à l'autre, de se confronter à l'autre, et notamment d'aller dans ce cadre-là, en tout cas, l'écraser pour pouvoir se sentir tout puissant, en toute puissance. Voilà. Donc, les leviers du comportement pervers narcissique. Alors, on en a parlé la dernière fois. Donc, on a, par exemple, la première chose, c'est le mensonge. Puisque une personne qui a développé un comportement pervers narcissique est une personne qui va vraiment avoir recours de manière systématique au mensonge. Puisque toute sa vie est basée sur le mensonge, en fait. Ce qu'il montre aux autres, le visage qu'il présente à la société, et les différents visages qu'il présente aux différentes personnes qu'il va rencontrer pour, plaire à ces personnes, eh bien, elles sont bien sûr basées sur le mensonge, puisque ce sont des visages qui sont comme des masques, que l'on met à chaque fois que l'on rencontre quelqu'un, et voilà, qui sont vraiment là pour générer en fait la relation à l'autre et pour plaire à l'autre. Donc, c'est une relation qui est basée sur le mensonge, puisque la personne qui développe un comportement pervers narcissique, eh bien, n'aura de cesse que de s'inventer des vies, puisqu'il faut bien justifier à un moment donné aussi de ce qu'il a ou ce qu'elle a fait avant. Voilà. Et comme l'indicible ne peut pas être dit, eh bien tout ça va être va donner lieu à énormément de mensonges. De la même manière, un mensonge en génère un autre. Voilà, puisque c'est une personne qui ne vit que par le mensonge, qui ne s'invente que par le mensonge, eh bien, quand on s'aperçoit qu'il y a en face mensonge, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'autres mensonges autour de ça, puisque cette vie, ce personnage, c'est un personnage qui se fabrique une vie, et donc cette vie, elle est vraiment basée sur le mensonge. Voilà. Puis ce sont aussi des personnes qui ont souvent des doubles vies, triples vies, voilà, puisque elles ont besoin d'aller tirer quelque part l'énergie de l'autre pour elle exister, et l'énergie elle l'attire par la souffrance qu'elles vont générer à l'autre. Et quelquefois une personne ne suffit pas, bien souvent d'ailleurs, et ces personnes ont besoin d'aller générer plusieurs relations de manière simultanée pour aller quelque part s'abreuver dans les différentes relations. La manipulation, oui, puisque ce sont des personnes qui manipulent, qui embrouillent. Donc elles ont développé un art communicatif, un art de parler qui, bien sûr, a des buts, a des fins, dans des buts qui leur sont propres, qui pour eux, donc ce sont des fins tout à fait nocives et préjudiciables pour l'autre, puisque ce qu'elles veulent, c'est prendre le contrôle. Et donc, pour prendre le contrôle, un des moyens de prendre le contrôle, c'est d'aller perdre l'autre. C'est vraiment de l'embrouiller. Voilà. Et puis, comme en face, il y a des personnes qui doutent. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui vont, en général, affirmer une chose et 10 minutes après, leur contraire.
mais sans d'une manière imperturbable, hein, voilà. Et quand on va leur dire, mais il y a 10 minutes, t'as dit le contraire. Ah mais non, mais pas du tout. Voilà. Et là, l'art de la manipulation, ça va être de faire croire à l'autre, qui croit, hein, en fait aussi, voilà, c'est vraiment les deux côtés, hein, les deux responsabilités, de faire croire à l'autre que ce qu'il a entendu, c'était faux. Voilà. Les accusations. Donc, à cause de toi, je vais pas bien. À cause de toi, le couple ne va pas bien. À cause de toi, les enfants sont malades. De toute façon, t'es jamais là. Voilà. Donc, ce sont des accusations en permanence. Donc, je vais charger l'autre, charger l'autre, charger l'autre. Et l'autre, bah, voilà, hein, il va diminuer comme ça en permanence. Le transfert de responsabilité, bah, si je dis à l'autre que à cause de lui, c'est lui qui m'a mis en colère, et donc par son attitude, c'est normal que je sois en colère, voilà, et que je fasse passer ma colère sur lui, allez hop, là je transfère complètement ma responsabilité, puisque ma responsabilité à moi, c'est mon émotion et ma responsabilité à moi. La manière dont je gère mon émotion, c'est ma responsabilité, ça n'a rien à voir avec l'autre, voilà. Mais aussi, bah, tu t'es pas, je le vois souvent hein, dans ce qu'on me rapporte et voilà, bah, les enfants, c'est ta responsabilité. Hein, c'est toi qui voulais des enfants de toute façon, donc waouh, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, que j'entends beaucoup. Voilà, donc l'humiliation, bah oui, oui, parce que c'est vraiment tirer du plaisir à faire du mal à l'autre, quoi. Hein. C'est vraiment tirer du plaisir à rabaisser, à rabaisser, à rabaisser l'autre. Donc on n'est jamais, bien sûr, vous l'aurez compris, dans une relation d'égal à égal. Là, on est entièrement dans une relation de domination-soumission. Hein. Et en permanence, et quand ça rétablit comme ça, hop, quelque part, bah, en tout cas, cette personne-là va faire remonter la barre comme ça pour que chacun soit à la bonne place selon lui. Hein. Voilà. Donc, l'humiliation, bah, c'est un très bon levier, en fait. Un très bon levier. Hein. On peut se moquer, de quelqu'un qui va pas bien. Sous couvert de « je rigole ». Ah mais non, mais c'est pas drôle en fait. Hein l'humour, c'est pas faire du mal à quelqu'un. Si je fais du mal à quelqu'un, c'est pas de l'humour. C'est faire du mal à quelqu'un. Voilà. Donc je rigole pas. Ça, c'est pas possible. Voyez les injonctions contradictoires. Donc, bah, je te demande de faire quelque chose, mais je te donne pas les moyens de le faire, par exemple. Ou je dis que bah, ça serait bien que tu fasses ça, mais en fait, tu n'as aucun moyen de faire ça. Donc ça, injonction contradictoire aussi, donc ça contribue à perdre tout le monde. La violence physique, ça peut être bah, dans une relation conjugale, mais ça peut être aussi d'un parent à un enfant, ça peut être aussi de frères et sœurs, voilà, donc beaucoup de relations qu'on voit aussi entre frères et sœurs dans lesquelles il y a des positions de domination et de soumission comme ça, et des jeux de perversion qui se jouent. Violence psychologique, le plus souvent c'est le cas. Hein. Le plus souvent, il n'y a pas, ou moins en tout cas qu'avant de violences physiques, mais des violences psychologiques. Voilà, bah, tout ce qu'on vient de dire avant, hein, de rabaisser l'autre, de l'humilier, ce sont des violences psychologiques extrêmes. Hein, voilà. Qui génèrent tout cela. Donc tout cela génère des traumatismes profonds et on ne peut pas banaliser ça. Hein, c'est pas possible. Il faut vraiment se rendre compte de la gravité des faits. Voilà. Des violences émotionnelles aussi. Bah oui, parce que si moi, je vais décharger toute ma colère sur l'autre, si je décharge mes émotions sur l'autre, bah évidemment que là, on est en pleine violence émotionnelle. Ou si, de l'autre côté, j'interdis à l'autre d'exprimer ses émotions, non mais ça suffit, hein, parce que moi je rentre et là, t'es complètement hystérique, voilà. Allez hop, et on a coupé court à la conversation. Donc là, ça va des deux côtés. Et puis, je l'ai beaucoup entendu aussi des violences financières, en fait. Puisque bah, dans un rapport de domination-soumission, eh bien, le dominant n'a aucun mal à aller exploiter, tirer parti aussi financièrement de la situation. Voilà. Il y a la peur, parce que bah, tout ça, bien sûr que quand on est comme ça, il y a un climat de peur, tout le monde, toute la famille vit dans un climat de peur ambiant, quoi. Voilà. Et puis, l'isolement, bah, souvent, ça donne lieu quand même à des situations où bah, les familles sont assez isolées. Et puis alors là, bien sûr que sociétalement parlant, c'est de pire en pire cette histoire. Hein. On s'isole de plus en plus. Donc que ce soit au sein d'un couple,
où on sait bien que c'est aussi une stratégie de la personne qui développe un comportement pervers narcissique que d'aller isoler sa proie, hein, la personne qui est emprisée, et de lui dire ok, tes amis, de dénigrer la famille, dénigrer les amis, et puis voilà, petit à petit la personne va être isolée. Voilà, elle va se couper de ses amis, de son monde, et donc ça va lui laisser à lui toute la place, hein, pour justement représenter tout le monde entier de cette personne. Voilà. Ça, on sera d'autant plus difficile pour cette personne de pouvoir sortir de ça. Voilà. Alors, est-ce que il y a plus de personnes pervers narcissiques qu'avant? Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau? Parce que voilà, c'est une vraie question de société aujourd'hui, hein. J'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Je suis pas sûre d'ailleurs qu'on l'ait pour l'instant globalement. En tout cas, quand même, mon sentiment derrière tout ça, c'est que comme nous vivons, hein, nous évoluons quotidiennement au sein d'une société dans laquelle nous avons décomplexifié quelque part la violence, hein, faite aux gens, hein, en général, aux enfants, voilà. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est c'est classique, hein. Et puis on le dénonce, hein, tous les ans. On sait le nombre de violences, de maltraitance, de viols faites aux enfants, mais bon, voilà, c'est quelque chose dont on a conscience, qu'on sait. Mais est-ce que les moyens sont vraiment mis en œuvre pour lutter contre ça? Non, hein, clairement pas. Voilà. Donc c'est pareil pour les violences faites aux femmes, hein, dans une société patriarcale. Voilà. Donc les violences faites aux femmes, c'est la même chose, hein. On est toujours là à afficher le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, par semaine. Mais qu'est-ce qu'on fait de plus, vraiment? Est-ce que sociétalement parlant, on a pris le problème à bras le corps? Non plus, hein. Et puis à l'heure où on coupe de toute façon les moyens à beaucoup d'associations, où on va aussi finalement moins prendre en charge les dons aux associations. Non, et c'est même le contraire. Donc au sein d'une société dans laquelle effectivement ces violences sont presque banalisées, hein, on s'afflige peut-être encore un peu. Ah oui, ah non, c'est pas bien. Mais en fait, concrètement, à part évidemment, et je veux surtout pas dénigrer ce travail de tous ces gens et de toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour ça, et heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, alors là, on serait perdu, hein, je veux dire, ça serait foutu, quoi. Hein. Mais sociétalement parlant, en tout cas, nos dirigeants, eux, ne prennent pas le problème à bras-le-corps pour dire ouais, c'est un vrai problème de société. Donc dans une société dans laquelle on décomplexifie la violence faite aux enfants, aux femmes, et puis la violence de manière générale, la manipulation, c'est vraiment quelque chose qui est monnaie courante aujourd'hui, hein. C'est un moyen d'exister, c'est un moyen de coopérer dans notre société, c'est un moyen de relationner dans notre société qui s'est aussi banalisé. Voilà. Donc au sein d'une société qui banalise tout ça, j'ai envie de vous dire évidemment que de manière individuelle, ces comportements, ils vont se décomplexer et s'intensifier. Hein. Donc oui, très certainement que nous avons une recrudescence de ces comportements au sein d'une société qui les favorise, voire les met même en exemple. Et on a pour ça nos dirigeants qui nous le montrent, enfin en tout cas une partie, hein. Encore une fois, hein, c'est pas nos dirigeants, mais on a une partie de nos dirigeants qui nous le montrent chaque jour. Voilà. Donc la question véritable derrière tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi moi qui aujourd'hui vis une situation d'emprise, que ce soit au travail, on en reparlera dans 2 semaines, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison ou dans mon couple, pourquoi est-ce que je vis ça dans ma vie en fait? Parce que ça, c'est la question cruciale. Vous avez bien compris, on ne peut pas agir on ne peut pas changer l'autre. Principe de base, hein, d'accord? Mais toujours bon à rappeler. Deuxième chose, on ne peut pas agir sur la personne qui a un comportement pervers narcissique parce que lui-même, en fait, ne le reconnaît pas. Hein, il ne se reconnaît pas en tant que tel. Donc, puisque je ne peux pas agir sur l'autre, et de toute façon, ce qui est important, c'est d'aller agir sur soi. Par contre, je suis pleinement en mesure, et j'ai un pouvoir immense, un pouvoir no limite, sans limite, d'aller agir sur moi.
Très bien, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais comprendre pourquoi j'ai généré ça. Parce que soit je pars du principe que tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est que la vie, elle est pas belle, elle est méchante et que, bon, bah moi, j'ai pas de chance. Mais bon, si je pars sur ce principe-là, bah en fait, j'ai aucun moyen d'action. Ou bien je me dis que, bah tiens, en fait, dans une relation, hein, il y a 50% de responsabilité à A et il y a 50% de responsabilité à B. D'accord? Donc, quelle est ma responsabilité là-dedans? Quel que soit le type de la relation, hein, saine ou malsaine, violente, pas violente, voilà. Donc, quelle est ma responsabilité à moi? Et c'est là-dessus que je veux œuvrer. C'est sur moi que je veux œuvrer. Parce que c'est là où j'ai le pouvoir de changer les choses. Ok, donc bien sûr que je vais accueillir un peu les choses, on va y revenir, mais une fois que j'ai compris ça, bah, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai généré ça dans ma vie, en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré à moi ce genre de personnage? Et souvent, vous remarquerez qu'on ne les a pas attirés qu'une fois. Hein. Soit c'est dans le couple, soit c'est au travail, voilà. Mais quand on fait un peu le bout du bout de notre vie, ah bah merde, ils étaient quand même là pas mal. Ok, donc souvent c'est un profil, la personne qui va être sous emprise, hein, soumise quelque part, et donc la personne qui va avoir un comportement de soumission, qui va développer un comportement de soumission et qui va être sujette à des situations d'emprise, eh bien ce sont des personnes qui souvent ont un profil de dépendant affectif. Voilà, donc pourquoi dépendant affectif? Eh bien, ça veut dire que dans l'enfance, il y a une blessure d'abandon, il y a une blessure de rejet qui a été très forte, si forte que elle a généré une dépendance affective. Hein. Souvent, c'est des traumatismes là qui sont lourds. On parle de, alors peut-être qu'il y a un parent, le père ou la mère qui est parti, un divorce, un changement de ville, un changement de vie assez brutal, qui fait que là, eh bien, une mort aussi, qui fait que là, l'enfant s'est retrouvé dans un état de confusion tellement fort et de souffrance tellement fort que ça a généré un traumatisme qui lui-même a généré une dépendance affective forte. Voilà, puisqu'on s'est retrouvé à un moment donné tellement déstabilisé que on s'est senti si seul, abandonné, rejeté. Voilà, donc cette dépendance affective, elle vient de là, d'un comportement, d'une situation de l'enfance qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été regardée. La deuxième chose aussi, ce que je remarque beaucoup, c'est que la plupart des personnes qui rencontrent ce type de personnes, donc qui vivent des situations d'emprise dans l'âge adulte, eh bien, ce sont des personnes qui ont connu de la violence en tant qu'enfant. Alors, soit que un des parents, et je le vois beaucoup, hein, un des parents avait lui-même développé un comportement pervers narcissique, voilà. Et souvent, c'est intéressant d'aller regarder la chaîne transgénérationnelle. Parce que quand on se penche là-dessus, eh bien, on voit que ça remonte. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, et bam, et tout le monde dans la chaîne est pris dans ce type de comportement. Donc, soit un parent a généré un comportement pervers narcissique, soit il y a eu de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique. Et bah oui, mais les personnes qui sont de ma génération, et j'en vois beaucoup aussi. Oui, non, papa était dur, mais bon, il avait pas un fond mauvais. Maman était très stricte, hein. Maman était très dure. Oui, bon, il y avait des coups, oui, c'est vrai que des fois, elle pouvait, nous humilier par telle ou telle action, comportement, mais maman n'avait pas un fond mauvais. Mais bien sûr que papa et maman n'avaient pas un fond mauvais. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, mais en tout cas, ils ont, leur comportement était abusif. Leur comportement était maltraitant. Et le problème de cette génération des personnes qui sont nées dans les années 50, 60, 70, 80, voilà, eh bien, c'était assez normalisé. Hein. La gifle, voilà, était quelque chose d'assez courant. D'ailleurs, à l'école, moi, c'est de ma génération, donc il y avait plus de gifle, mais on tirait l'oreille, on mettait des coups de règle, voilà. Donc, parce qu'on parle des parents, mais ça peut être aussi effectivement un enseignant. Hein, ça peut être ça aussi.
Donc là où on a banalisé quelque part le comportement d'un adulte, eh bien c'est aller regarder en fait ce qui n'était pas normal, et ce qui n'était pas banalisable, et ce qui n'était pas souhaitable. Alors j'aime pas le terme normal, mais en tout cas ce qui n'était pas sain. Est-ce que cet adulte faisait ça pour nous aider? Quelle était la démarche de cet adulte quand il nous mettait une gifle, hein? Bien souvent, c'était pour se décharger lui. Voilà, donc c'est vraiment d'aller regarder ce qui s'est passé au sein de la structure parentale et familiale lorsque l'on était enfant. Et puis enfin, qu'est-ce que ça a généré tout ça? Donc, comme je l'ai dit, de la dépendance affective, parce que quand on n'a pas l'amour d'un parent, un enfant, il peut pas se développer sans l'amour de son parent, hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quémander l'amour de son parent, il va quémander de la reconnaissance parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. Et donc, tout ça va générer une estime de soi qui va être au ras des pâquerettes, voire dans le négatif, hein. Parce que si j'ai pas été aimée de mon parent, c'est que je suis pas aimable. Si mon parent est parti et que j'ai compris qu'il m'avait abandonné, hein, j'ai interprété qu'il m'avait abandonné, c'est que je suis pas aimable. Voyez, et tout ça a généré effectivement des croyances et une mésestime de soi qui fait que à l'âge adulte, on va attirer des personnes qui vont développer avec nous un comportement qu'on a connu pendant l'enfance. Parce que le connu est rassurant. Aussi difficile, aussi violent soit-il, le connu reste rassurant. Et puis, quand j'ai pas une bonne estime de moi, en fait, je peux accepter que, oui, d'accord, mon conjoint, et ça, je l'entends encore. Non, mais d'accord, il a ses crises par moments, d'accord, des fois il est comme il est violent, mais au fond c'est une bonne personne. Oui, mais est-ce que tu as envie de vivre ça? Est-ce que tu as envie de vivre ça dans ta vie? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça une relation saine d'égal à égal? Est-ce que ton conjoint veut ton bien? Hein? C'est vraiment tout ça qu'il va falloir aller regarder, d'accord? Donc, comment je fais avec tout ça? C'est toujours pareil. Je prends conscience de la situation et du problème. Est-ce que je suis bien dans ma vie aujourd'hui? Non, non. Comment je sais que je suis pas bien dans ma vie aujourd'hui? Mais au fond de moi, je le sais, en fait. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit depuis longtemps que je suis pas bien, que je suis pas à ma place, que ce que je vis n'est pas normal, que ce que j'accepte est inacceptable. Donc, c'est vraiment d'aller regarder cette part-là à l'intérieur de nous, parce que ça, c'est le vrai soi, hein. C'est le vrai moi qui dit les choses. Et qui dit, non, ça suffit. Sonnette d'alarme, ça suffit. Donc, c'est vraiment d'aller s'écouter. Et puis, c'est de prendre de la hauteur, de pouvoir prendre de la hauteur avec cette situation. Et de se dire, ok, c'est quoi le problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas? Et comment je prends de la hauteur? Aujourd'hui, c'est en allant alimenter la connaissance. Il y a énormément de vidéos sur Internet sur la maltraitance, sur les positions de domination, de manipulation, de perversion. Donc, allez prendre conscience de ces vidéos. Allez lire les livres qui tournent autour de ces questions-là. Parce que c'est primordial de comprendre le fonctionnement de l'autre pour pouvoir ensuite comprendre mon fonctionnement à moi. Et si je ne peux pas agir sur l'autre, donc d'accepter que je ne peux pas agir sur l'autre aussi, hein, de lâcher prise, lâcher l'autre. Et par contre, de commencer à agir sur moi. Parce que là, j'ai une prise. Parce que là, j'ai tout le pouvoir. Et c'est sur moi que je vais pouvoir agir. Donc, concrètement, si je veux sortir d'une situation de dépendance, une situation d'emprise dans laquelle je me sens pas bien, eh bien, la première chose à faire, si c'est possible, ça va être de s'éloigner déjà physiquement de cette situation. Physiquement. Donc, si c'est un couple, possible ou pas possible, si c'est possible, de prendre, de s'éloigner. Voilà, de prendre de la distance, de mettre de la distance entre tout ça. Si c'est un frère ou une sœur, si c'est un parent, c'est aussi peut-être plus facile de se dire, ok, de s'autoriser à se dire, moi, j'ai besoin de pouvoir dire à l'autre aussi, moi, j'ai besoin de temps avec moi, j'ai besoin de recul et de prendre ce recul. Voilà. Si c'est pas possible de le dire à l'autre, on dit rien, mais juste on le prend. Voilà. Et puis ensuite, on prend du recul et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va en parler peut-être à quelqu'un, hein, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de confiance.
Quelqu'un qui va pas chercher à trouver des solutions. Non, non, quelqu'un qui va juste écouter. Et on peut même lui demander, s'il te plaît, je te demande pas d'interagir, je te demande pas de m'aider, de trouver des solutions. Juste, j'ai besoin que tu m'écoutes là maintenant. Voilà. Et ça, c'est déjà, ça permet aussi encore de prendre de la distance. Troisième chose aussi, ce qui peut aider, c'est d'écrire. Hein, d'avoir un livre dans lequel j'écris des choses. Parce que ça rend fou. Hein, quand l'autre nous dit, mais non, j'ai pas fait ça. T'imagines tout ça? Mais j'ai pas fait tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai imaginé? J'ai pas imaginé? Donc non, hein, en général non. Et si vous avez un doute, écoutez-vous, c'est que vous savez. Hein, au fond de vous, vous savez. Donc voilà. Écrire pour ne pas devenir fou, hein, quelque part. Et puis, aller consulter. Commencer à démêler un petit peu ce qui s'est passé, hein, à comprendre un peu l'enfance, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, et aller regarder tout ça. Voilà. Voilà, c'est pas simple, hein. C'est vraiment une question de... Quand je suis sous emprise, je ne suis pas libre. Je suis pas libre puisque je suis dépendant affectif. Et donc, je pense que je ne peux pas vivre sans l'autre. Sinon, j'aurais pas supporté tout ça. Voilà, parce que en général, ce qui se passe aussi, c'est que quand la personne choisit de partir, de s'éloigner, c'est qu'elle a déjà vécu, il y a eu des éloignements et voilà, et ça a été remis parce que l'autre s'est excusé, parce qu'il y a énormément de mensonges hein, de l'autre côté et que l'autre est très fort pour dire ce que l'autre va vouloir entendre. Mais non, je t'aime, je vais changer. Non, l'autre ne change pas, ne l'oubliez pas. Donc il y a déjà eu beaucoup d'allers-retours comme ça. Et puis sachez qu'un jour, il y a l'aller sans retour. Hein, voilà, il y a le vrai départ, il y a la vraie cassure, j'arrête. Et ça, c'est quoi derrière tout ça? Ça, c'est le chemin vers la liberté. C'est le chemin vers la découverte de soi. Qui je suis, au fond, moi. Alors oui, ça passe par, je vais aller voir ce que j'ai... Tiens, qu'est-ce qui m'a abîmée pendant que j'étais enfant? Comment ça s'est passé avec papa, avec maman? Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je reproduis dans ma vie? Et c'est important d'aller guérir cet enfant blessé. Hein? C'est important d'aller comprendre et d'aller guérir tout ça. Parce que c'est la clé et c'est le début de la liberté. Ce n'est qu'à la condition que je comprenne ce qui s'est passé et que j'aille guérir cet enfant blessé que je pourrais, moi, commencer à me redresser. Que je pourrais commencer à me sentir suffisamment en confiance, en amour avec moi-même pour me dire, moi, je veux plus vivre ça dans ma vie. Mais qui je suis en fait? Et là, une nouvelle vie s'ouvre autour de nous. De nouvelles portes s'ouvrent. C'est magique. Mais ça demande de sortir de ce schéma-là. C'est le courage, la fois de trop, peut-être, où on se dit, non, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Voilà. Mes enfants valent mieux que ça. Et de sortir de ce schéma. Et de se réinventer complètement, de se reconstruire une vie, de s'inventer. Et là, vous allez voir que toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Voilà. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. C'est possible. Tout est possible. Sachez-le. J'espère que ceci aura pu vous être utile. N'hésitez pas à transmettre. Voilà, ça peut être utile à des personnes de votre entourage. Et je fais vraiment le vœu que nous puissions toutes et tous cheminer dans ce que nous sommes, dans notre lumière, oser notre lumière, oser être qui on est et en pleine et totale liberté. Je vous dis à très bientôt.